Donc si j'ai bien compris, le sud de la France, c'est assez similaire à ce qui peut se trouver en Dauphine? Bizarrement, oui. Supports qui permettent d'avoir un démarrage, pas trop pénible et permettent d'apprendre à connecter les bumps. Bonjour Richard, pour ceux qui te Bonjour, connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Richard Boudia, j'ai quasiment 50 ans, je travaille dans l'industrie mais aussi historiquement du kite depuis, ça fait une trentaine d'années maintenant, hein, quasiment. J'ai commencé mes activités nautiques, la planche à voile, le windsurf, funboard sur les petites planches, la fin des années 90. J'ai enchaîné sur le kite, dans les tout débuts du kite aussi, donc autour de 98, quelque chose comme ça. Et après, il y a eu une succession, entre guillemets, de tendances de sport nautique auxquelles j'ai adhéré. J'ai été pro en kite pendant un peu plus d'une dizaine d'années. J'ai évolué dans le milieu, au fil des différentes tendances de pratique, le stand-up paddle, je fais pas mal de surf aussi, et bien évidemment, en 2016, alors j'ai eu quelques expériences foil auparavant en kite, Ouais, un petit peu de foil, mais c'était pas mon activité principale, loin de là. Et en 2016, on a fait les débuts de Takuma avec Cyril Coste. Je me suis impliqué fortement dans cette nouvelle tendance d'activité, subfoil, surfoil, puis downwind. Avant la wing, il y a pas mal de gens qui l'oublient un petit peu, mais le surfoil, le subfoil existait avant l'apparition de la wing. Je crois qu'il date sur le marché, ça doit être autour de 2008-19, s'il me semble, quelque chose comme ça. d'accord. Et naturellement, quand la wing est arrivée, bah, j'ai embrassé aussi cette activité, hein, bien sûr. Et du coup, bah, il y a un peu plus de 4 ans maintenant, j'ai l'opportunité de travailler avec AFS. Ouais. Puis j'ai un rôle de développement international au niveau commerce avec eux. Je fais pas mal de développement de produits aussi. Je participe un petit peu à certaines questions de marketing. Un peu tout, je fais un petit peu de content aussi, etc., etc. Donc, j'ai un rôle un peu polyvalent, ça me plaît. On pourrait dire que tu es un waterman aussi. Un petit peu. Bah, de toute façon, je pense que les activités folles ont sérieusement encouragé les gens à l'être, hein. Ouais. D'une certaine manière, si tu prends le dog start, le surfoil, le subfoil, la wing, etc., etc., tout est un peu entremêlé maintenant, hein, j'ai envie de te dire. Donc, oui, j'ai toujours été intéressé par divers profils d'activité. Ça a toujours été un peu mon truc, ça, de m'adapter aux conditions. Et pas uniquement aux conditions, aux spots aussi, parce que, ben, mine de rien, il y a quand même des catégories de spots qui sont plus appropriées pour certaines activités que pour d'autres. Ouais. Je prends l'exemple de la parawing, par exemple, c'est assez évident pour moi. Il y a des endroits où c'est juste une activité incroyable, des endroits où c'est sympathique, mais sans une énorme valeur ajoutée à mes yeux. Il y a des endroits où la wing est phénoménale, d'autres où c'est sympa, mais la parawing pourrait être aussi bien, par exemple, et ainsi de suite. Donc, du D'accord. coup, ouais, j'ai toujours été un peu obsédé à l'idée d'avoir les bons engins pour matcher les conditions ou les spots où je me trouve. Je me retrouve un peu dans ce que tu dis, mais par contre, là où je me retrouve pas, c'est que je tâte encore un peu, je sais pas vraiment quel spot. Alors après, c'est vrai que quand je commence une discipline, bon, on en reviendra, ça sera quelques questions où justement j'en parle. Et du coup, toi, tu as représenté AFS à Molokai to Oahu en Ouais. 2024. C'était Mhm. une des courses de downwind les plus mythiques au monde. C'était quoi cette expérience pour toi? Ouais, c'était super. C'était bon, l'occasion déjà de passer du temps avec la communauté internationale, hein. C'est la grosse valeur ajoutée parce qu'en termes de distance et de difficulté de course, ou de parcours du moins, c'est pas très éloigné de ce que je peux trouver moi chez moi. J'habite dans le sud de la France, là, près de Toulon, là, près de Ouais, l'Almanach. Donc, en termes de conditions, c'est loin d'être des conditions très particulières par rapport à ce que je peux connaître d'une certaine manière. Le challenge d'accord. n'est pas là. Bon, après, il y a l'effet course, hein, qui rajoute un petit peu de stress quant au bon choix de la bonne taille de foil, etc., etc. Mais non, non, super course. Moi, j'étais pas retourné à Hawaï. J'étais l'année d'avant aussi, du coup, pour le coup, pour la course. Mais avant ça, ma dernière venue à Hawaï, ça devait être une vingtaine d'années avant, dans les débuts du kite. D'accord. Donc, ça remontait. Et de redécouvrir cet endroit, entre guillemets, avec une nouvelle activité, c'était vraiment intéressant. Ça m'a beaucoup Donc, plu. donc, si j'ai bien compris, dans le sud de la France, c'est assez similaire à ce qui peut se trouver Ben, en Dauphine? bizarrement, oui. Alors, ça peut faire halluciner certaines personnes parce que c'est Pacifique versus Méditerranée, donc sur le papier, il n'y a pas beaucoup de points communs. La particularité de la région où je me trouve, c'est qu'il y a beaucoup de fond. Ouais, Donc, qui dit beaucoup de fond dit, ben, vitesse de déplacement de houle plus élevée par rapport à un type de swell donné, en fait, entre guillemets. C'est vraiment une houle qui se déplace vite par rapport à d'autres zones, où théoriquement, on pourrait considérer que la houle pourrait être de meilleure qualité ou tout du moins puissante. Mais du coup, on se retrouve à avoir des downwinds qui sont assez océaniques alors que c'est la mer Méditerranée. d'accord. Donc l'influence de la profondeur, entre guillemets, a une grosse influence. Il y a d'autres aspects qui interviennent, bien sûr.
mais c'est une grosse influence sur la qualité, la performance qu'on peut espérer avoir en fait entre guillemets, ce type de run. C'est des runs qui sont assez rapides de manière générale, dans les bonnes conditions. Et D'accord, ça ok. ressemble du coup aux vitesses d'évolution qu'on peut avoir à Hawaï, sur M2O par exemple, alors que d'autres courses sur Hawaï qui sont un peu plus près de la côte, pas de Limois par exemple, qui est le Maliko Run en fait en gros, hein, qui est près de la côte, bah, du coup c'est une course qui est beaucoup plus lente en comparaison par rapport à la vitesse de déplacement du Sweat de M2O, de mon local. D'accord. Alors, du coup, ça me donne plein d'idées de questions, là, ce que tu es en train de me dire, mais bon, normalement, toutes les questions que je te posais devraient être assez connexes à ce qu'on vient de parler, donc a priori, on y répondra plus tard. Alors, du coup, maintenant, on va passer sur la section débuter en downwind. Selon toi, quelles sont les étapes idéales pour bien débuter en downwind? Est-ce que tu considères que le subfoil est un passage obligatoire? Non, plus maintenant, je dirais. Alors, moi, c'est bien évidemment une activité qui me tient à cœur. Moi, j'ai un background de sup, du coup, aussi. Donc, de Ouais. sup sur petite planche. Donc, je dirais que quelqu'un qui a un background de sup sur petite planche, qui est un bon super, qui a une bonne technique de rame, qui sait ramer sur des planches de 8 pieds, etc., sans foil, je dirais oui, là, il a tout intérêt à aller dans cette direction. Subfoil, je pense que c'est complètement abordable, du coup, pour un profil comme celui-ci. Il y a une étape qui peut être très facilitante, bien évidemment, c'est de pratiquer le downwind sur d'autres activités, avec une wing ou avec une para-wing, dans un premier temps, bah, pour apprendre, en fait, en gros, la technique de connexion des bumps, Ouais. sans avoir besoin de redémarrer avec la pénibilité que peut comporter le démarrage en subfoil, dans les débuts, en tous les cas. Donc, ça, c'est un élément, je pense, qui est important. Beaucoup pratiquer en wing ou en para-wing ou sur un autre support, hein, peu importe, en fait, après, mais supports qui permettent d'avoir un démarrage pas trop pénible et permettent d'apprendre à connecter les bumps et sans avoir trop le stress de perdre la connexion et du coup d'être obligé de redémarrer la rame. Donc, c'est assez facile de se rendre compte, de savoir si on a bien compris un peu les principes de connexion des bumps. Parce qu'en wing, bah, si on n'arrive pas à faire quelques kilomètres sans retoucher à sa wing, bah, c'est qu'on n'est pas prêt à faire quelques kilomètres en général à connecter en subfoil. D'accord. Et en para-wing, d'une certaine manière, un petit peu pareil. Et tu crois que pour un winger, si tu n'arrives pas en wing à faire du free fly sur quelques kilomètres, ça sera pareil en para-wing, tu n'y arriveras pas non plus. Bonne chance. Alors, en para-wing, tu as un peu plus de liberté de mouvement, donc on peut considérer que c'est peut-être un peu plus facile, mais avec une bonne wing, pas trop encombrante, pas trop lourde, enfin, c'est plus que faisable en fait, hein, largement. On peut faire 30 km sans toucher à sa wing, il n'y a, y a pas de souci, si on sait faire D'accord. du downwing. Mais on peut considérer qu'en para-wing, c'est peut-être potentiellement un peu plus accessible une fois que tu as parqué ta wing. Hmm. Par contre, c'est moins accessible pour décoller et redécoller. Donc, ça se recroise, je dirais. Et alors, tu vois, par rapport aux étapes idéales, bah, la question que j'ai après, c'est est-ce que tu penses que commencer sur un lac, c'est pertinent ou c'est une fausse Ouais. bonne idée? Non, bien sûr, parce que de toute façon, tout va passer par le développement de la technique de rame. En Ouais. fait, en gros, il y a quelques étapes, hein, par exemple, de savoir ramer droit en ramant du même côté pendant, pareil, quelques centaines de mètres. Bah, ça, c'est Ouais. un passage obligé, en fait, en gros. Donc, idéalement, il faut savoir apprendre à ramer droit en ramant du même côté, c'est-à-dire en position de surf, en fait, idéalement. En Ouais. position de surf et de ride, et d'apprendre à avoir cette technique de rame qui permet de continuer à ramer droit, voire même de ramer vers la droite ou vers la gauche tout en ramant du même côté. Ça, c'est un super exercice aussi. D'accord. Et parce que de toute façon, ce changement de côté de rame dans une phase de démarrage de downwind, on ne l'a pas. Donc D'accord. du coup, il faut apprendre à ramer du même côté. En fait, on peut être amené à ramer de l'autre côté sur une phase d'approche, s'il y a une longue rame d'approche pour arriver sur le spot où on décolle. Ça, oui, je dis pas, ça peut exister. Mais Mhm. ensuite, dès qu'on est sur le plan d'eau, on rame plus pied côte à côte, hein. On rame en position de démarrage, de surf. Du Ouais. coup, il faut savoir ramer, orienter le nez de sa planche de la bonne manière, tout en étant dans cette position. Peut-être pour les réglages aussi, c'est peut-être plus facilitant d'être sur un lac parce qu'on peut Ouais, sortir, régler, complètement. Ouais. etc. Ouais. Ouais, complètement. Et du coup, tu as des techniques pour ramer droit, puisqu'on y Ouais, est. alors je suis pas le meilleur pédagogue là-dessus. Ouais. Mais en gros, c'est éloigner un petit peu la rame, quelque part de. Quand on a la planche qui est comme ça, en fait, on rame pas avec la rame qui va être collée à la Ah, planche du début à la fin. On rame légèrement extérieur à la planche et on la ramène légèrement vers la planche. ah, C'est une d'accord. sorte de traverse, un entre-deux, en fait. On rame pas comme ça non plus. Ouais, Et c'est un entre-deux. On rame pas comme ça, du coup, contrairement d'accord. à ce qu'on pourrait penser. On rame légèrement comme ça, très légèrement. Ouais, parce que moi j'ai tendance, tu vois là, c'est une erreur enfin c'est une erreur hein, clairement. Moi j'ai tendance à suivre le nose de la board. Non, ouais, bah là, on peut pas ramer droit en étant comme ça, du coup. C'est D'accord, limitant. Donc, non, faut attaquer la rame qui va attaquer légèrement extérieur par rapport au nose d'accord. et qui va venir vers le rail. Alors, là, j'exagère forcément un peu le topo, mais en gros, c'est un peu ça la tendance. Donc, on tourne légèrement la poignée de la rame
rame, enfin la rame en elle-même. Ouais. Mais on a la poignée, on a la main qui va aller passer vraiment au-dessus, quasiment de l'épaule opposée. D'accord. C'est comme ça qu'on va pouvoir aller chercher loin sur le côté. Ok. Et sur certaines vidéos, j'ai vu des gens qui faisaient carrément en diagonale, Ouais. qui forçaient vraiment l'épaule à être. Enfin, je sais pas si tu vois le mouvement. Ouais, tu peux faire un peu un entre-deux, oui. En fait, ça dépend vraiment si tu veux faire tourner ta planche, littéralement. Ouais, Si en ramant à droite, tu veux faire tourner ta planche vers la droite, ouais. oui, tu vas orienter ta palle quasiment dans ce sens-là pour D'accord. faire glisser le nez vers la droite, en fait, entre guillemets. D'accord, ok. Tu t'en sers un peu comme une gouverne, en fait, en même temps, hein. Ouais. Donc, c'est toujours un mix entre la propulsion et puis le gouvernail, en fait, en gros. Ouais, d'accord. Ok, je vois ce que Orientation. tu. C'est juste ça que tu jauges, que tu vas jauger en fonction si tu as besoin vraiment purement de la propulsion ou si c'est un mix de propulsion et puis d'orientation de la planche que tu veux. Alors là, j'ai une question qui va peut-être te faire rire, mais est-ce que il faut savoir faire du flat start avant de se lancer dans l'océan? Non, maintenant, du démarrage, être capable de flat starter un foil n'est pas du tout un prérequis obligatoire. Maintenant, c'est un aspect rassurant pour pas mal de personnes de pouvoir se dire que s'ils arrivent à démarrer sur le flat, ils vont démarrer dans les bumps. Sauf Ouais, que dans la réalité, démarrer dans les bumps, si on n'a pas le bon timing, c'est plus dur que de démarrer sur le flat. d'accord. Pour la simple et bonne raison que si tu n'as pas le bon timing, tu démarres pas dans une descente, tu démarres dans une pente qui monte. Pas pareil. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Dans les bumps, des bumps, c'est des pentes, c'est des descentes et des montées, en fait, en gros, Ouais, hein, plus ou moins. ouais. Quand tu n'as pas le bon timing, tu te retrouves Derrière là. potentiellement être en train de ramer dans une montée, en fait. Ouais, tu Et te retrouves derrière. Ouais, ramer dans une montée, c'est plus dur que de ramer sur du plat. d'accord. Donc, Et c'est toujours intéressant de le pratiquer malgré tout parce que tu développes une technique de rame et tu peux. Toute cette technique de démarrage, de toute façon, elle est intéressante pour générer de l'expérience. Mais est-ce que c'est un prérequis? Non, parce qu'en fait, les trois quarts des gros foils qui sont faciles à flat starter pour quelqu'un de lambda, c'est des foils qui sont très durs à rider en downwind pour certains, tellement ils sont gros et encombrants et qui vont causer des problématiques de contrôle. Donc, du coup, tu hmm, te retrouves vite à avoir besoin de rider des foils et qui sont pas si faciles que ça à démarrer sur le plat, pour la plupart des gens, ouais, mais qui par contre, une fois en l'air sur un downwind, vont te donner le contrôle, la glisse, la longe, etc., pour pouvoir vraiment continuer à connecter. d'accord. Donc tu dirais toi qu'il faut démarrer sur le bas de la vague, mais pas sur le haut de la vague, C'est idéalement. un peu particulier parce que selon la houle en fait, et la vitesse de déplacement de la houle dans laquelle on démarre, le bump, et ben, du coup, on se retrouve parfois à démarrer, à commencer à ramer très fort tout en bas de la vague. Ouais, Et sachant qu'avec le momentum que ça va te générer, l'inertie, tu vas te retrouver à glisser réellement dedans quand tu vas être dans le haut de la vague, en fait. Mais ça, c'est d'accord, ok. assez dépendant du type de bump dans lequel tu es, de la vitesse de déplacement des bumps, plus ou moins creux, plus ou moins ci, plus ou moins ça. Alors tu vois, j'ai réalisé que le lac, du coup, ça avait rien à voir avec l'océan, même par vent fort. Ouais. Et en moyenne, tu dirais qu'il faut combien de sessions en océan avant de réussir à tenir debout sur la planche? Ça dépend vraiment de ton expérience de rame, hein, comme je disais, parce que si tu viens du sup, de tenir debout sur une planche, même très étroite de subfoil, pas compliqué, parce que D'accord, l'appui, en fait, on ne cherche pas la stabilité par la planche, hein, les planches sont toutes instables dans ce genre d'accord. d'environnement. La stabilité, on va l'avoir par la technique de rame, c'est comment est-ce qu'on pose la rame dans l'eau pour Ouais, faire le balancier, en fait, en gros, hein, c'est un contrepoids. Et donc, d'accord, du coup, c'est quasiment que ça. Il y a plein de gens qui pensent que c'est une notion d'équilibre sur la planche. En fait, assez peu. Si t'as pas la si t'as pas la rame qui est posée dans l'eau, tout le monde se casse la gueule tout le temps dans un environnement agité. d'accord, ok. C'est la rame, le nerf de la guerre. Et puis après, en océan ou en mer, les downwind, c'est pas tous les mêmes non plus, hein. Il y a vraiment les conditions qui se rapprochent le plus d'un downwind en lac. Ça va être des conditions de downwind dans les barrels, comme on dit là, ou dans les endroits où le démarrage il se fait offshore. Je prends l'exemple d'une presqu'île, je sais pas, de la presqu'île de Gien, par exemple, à l'Almanar. Là, si tu pars par vent offshore, tu vas avoir des bumps qui vont être au début inexistants et qui vont se développer au fur et à mesure que tu t'éloignes de la côte. Ouais, Et ces bumps-là, ils vont être très courts, très alignés, parce que pas perturbés par de la houle haute. Et du coup, ils vont être tellement courts qu'ils vont être raides aussi, parce qu'il y a une association entre la raideur du bump et en général la période de vague, hein. ouais, Plus la houle est courte, plus les bumps sont raides. Plus la houle s'allonge, plus ça se lisse, en fait, entre guillemets, moins il y a de pente et plus d'accord, la vitesse de déplacement est élevée. Donc du coup, ça, c'est des conditions bien évidemment plus dures pour décoller, mais aussi pour matcher la vitesse de la houle, hein, parce que ça se déplace beaucoup plus vite. Donc là, il faut avoir des petits foils pour réussir à matcher ça, etc. C'est ce qu'on a sur la Molokai, par exemple, mais dans certaines conditions dans le sud de la France aussi. d'accord. Du coup, tu dirais à quel niveau en subfoil un pratiquant peut-il commencer à tenter le downwind? Est-ce qu'il y a un palier précis à franchir? Non, pas vraiment. L'expérience en subfoil tout court dans les vagues, on en a parlé tout à l'heure dans les prérequis, et la limite, je dirais, c'est de faire du subfoil dans les vagues, hein, déjà. Ouais, Si tu d'accord. sais pas faire de subfoil dans les vagues, tu peux apprendre à faire le downwind. Il n'y a rien qui est infaisable, hein, mais il faut être acharné, quoi. Dire que c'est un super moyen de multiplier les phases de décollage et Mhm. de pumping. Autant te dire que ça va être d'une aide assez importante pour pomper
pomper et connecter entre les bumps et puis pour démarrer régulièrement. Ça ne veut pas dire qu'un subfoiler dans les vagues a d'office le niveau de pratique pour faire du downwind, mais c'est un prérequis qui est important parce qu'il il combine tout ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire la technique de rame, l'équilibre sur la planche, un peu de fitness aussi en général. Tu es un peu fit si tu fais du subfoil régulièrement, tu développes des qualités de physique entre guillemets nécessaires aussi pour pouvoir appréhender une nouvelle activité un peu exigeante comme le downwind. D'accord. Alors peut-être que c'est plus facile de démarrer dans les vagues que dans la houle, j'imagine. Ça Ouais. nécessite moins d'explosivité, Ouais, bien sûr, peut-être. parce que la houle, en fait, c'est la vitesse de déplacement de la houle qui complique. C'est un petit peu comme si tu me demandais si c'est plus facile de monter avec le petit train là, qui fait la petite balade en bord de mer, de monter en route dans le petit train, ou de monter en route avec un TGV qui est en train de passer, qui s'arrête pas à une gare. Ah C'est oui, pareil, d'accord. c'est la même chose, en fait, en gros. Il y en Ouais. a un qui va prendre le plein fouet, il faut arriver le lancer avec une planche très longue Hmm. et très étroite et ramer de manière très énergique, entre guillemets, pour essayer de matcher la vitesse et espérer rentrer dedans. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne rentre pas vraiment normalement dans les gros trains de houle, mais dans un petit train de houle éparpillé au milieu des trains de houle, dans un bump de démarrage. Ouais, La houle longue en elle-même, c'est très très dur de démarrer dedans. d'accord. Alors que démarrer sur une vague en bord de plage, c'est différent parce que la vague elle va être freinée par le fond, comme je te disais tout à l'heure. Hmm. C'est pour ça qu'à ralenti, et que c'est beaucoup plus facile à prendre, même avec une planche bien plus courte qu'une planche de downwind. Alors bon, j'ai une question auquel tu as répondu, hein. C'était la wing a facilité l'accès au downwind. Est-ce que tu conseilles aux débutants de passer par la wing avant le subfoil downwind? Mais Non, à mon avis, je pense faut les que deux. on a répondu. Ouais. Je pense qu'il faut les deux. Des journées, il y a du vent, le subfoil tout court dans les vagues, ça va être un peu compliqué. Ouais. Des journées où c'est venté, de toute façon, c'est pas compliqué, c'est le nombre d'heures de vol qui va te générer du succès. Si tu es hyper à l'aise en foil, tu sais pomper, tu sais connecter plusieurs vagues en subfoil, mais que tu sais aussi pomper et connecter plusieurs bumps en wingfoil quand tu descends au vent, bon, il y a déjà des choses qui sont collées, en fait, déjà, entre guillemets. Tu vas Hmm. arriver sur un downwind, tu auras déjà des choses qui vont être familières, tout simplement. D'accord. Et alors, selon toi, quel est le profil du spot idéal et les conditions recommandées pour débuter en subfoil? Eh ben, je dirais des vagues pas trop grosses qui vont à peine déferler, à peine, des vagues de moins d'un mètre même, je dirais, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir plus que ça, et Ouais. qui vont à peine déferler, c'est-à-dire dans lesquelles tu vas avoir besoin de dépenser un petit peu d'énergie pour rentrer dans la vague. L'intérêt d'avoir une vague qui déferle à peine, déjà, c'est qu'il y a de bonnes chances pour qu'il y ait peu de pratiquants autour de toi. Ouais. Ça permet de se mettre à l'écart des surfeurs, des suppers ou qui que ce soit d'autre. D'être peinard sur sa petite zone, c'est quand même pas mal. Et ça te permet aussi de ne pas avoir la gestion du contrôle d'un foil qui évolue dans un environnement où il y a de la mousse qui déferle. Moins il y a Ouais. de mousse qui déferle là où tu foil, mieux c'est, hein. C'est des Plus c'est événements. contrôlable, quoi. Voilà, c'est Ouais. un environnement qui est perturbant pour un foil, bien sûr. Donc, Ouais. faut éviter ce genre de zone quand tu débutes, c'est sûr. D'accord. Et du coup, pour le downwind, même question, c'est quoi les conditions et le spot, le profil du spot idéal, tu dirais? Et les conditions les plus simples, c'est les grands lacs, type étang de Berre, des grands lacs ou des runs de baie, en fait, en gros, où il y a une houle courte, Ouais. mais assez raide. Donc, en général, pour avoir cette houle courte, c'est plutôt des endroits où il y a du vent un peu soutenu, plutôt du 20-30 nœuds Ah ouais, que du 10-20 nœuds, en règle générale. Bah d'accord. ouais, parce que ces runs de baie, comme ça, si c'est du wind swell, en fait, en gros, c'est clairement créé par la force du vent dans la zone où tu es. En fait, c'est ce qui fait que la houle n'est pas trop longue, pas trop compliquée à attraper, c'est qu'elle a été créée dans une zone très courte. D'où le fait que l'étang de Berre, par exemple, il fait 20 km, je pense, à peu près du nord au sud. C'est 20 km avec une trentaine de nœuds, ça suffit à faire des jolis bumps de plus d'un mètre qui sont pas trop allongés. Donc, en gros, tu as une vitesse de déplacement de ces bumps qui est raisonnable, donc facile de décoller dedans par rapport à des conditions sur une journée équivalente à la Ciotat, par exemple, ce sera beaucoup plus facile sur les temps de Berthe à la Ciotat de démarrer. Ça T'as pas de serait quoi problématique de vous croiser. l'orientation du vent offshore? Onshore, pardon. Sur un lac, peu importe, puisque de toute façon, tout est onshore ou tout est offshore selon où tu te places sur le lac. Ouais, Donc tu démarres sur un lac, si tu veux maximiser la longueur de ton run, oui, tu vas démarrer offshore et puis tu vas ouais, atterrir sur la côte onshore. ouais, Et sur d'autres endroits, je sais pas, si je te donne l'exemple de la presqu'île de Gien, tu as plein de petits runs dans les petites baies comme ça, de quelques kilomètres, faire des runs courts au début pour limiter le risque d'échec. Et tu fais des runs, tu peux commencer par des runs de 2 km même, hein. Il n'y a pas besoin de faire très long. 2 d'accord, km, ok. c'est complètement en plus des distances qui sont faciles à appréhender, même en wing ou en para-wing, les 2 km de ride, c'est vraiment faisable. Tu arrives assez facilement, entre guillemets, à être à ce niveau-là de pratique. Donc, de transposer cette même distance du coup en subfoil, c'est pareil, ça fait des choses qui sont un petit peu familiers qu'au bout d'un moment, donc c'est pas mal. Donc le vent, ça faciliterait le ride du coup ou Non, ça facilite
création des bugs dans lesquels il est facile de rentrer. D'accord. À l'inverse, si c'est du 20-30 nœuds dans un endroit où il y a une houle très formée parce que le vent souffle dans tout le golfe du Lion, par exemple, il y a un gros épisode de Mistral Tramontane, par exemple, dans le sud-est, et qu'il y a 3 mètres de houle de prévu, ça va être très dur, très très Ouais. dur. Plus c'est gros, plus c'est dur. Et ça, c'est comparable au surf. D'accord. Et on débute pas dans 3 mètres de vague, en fait. C'est beaucoup plus dur de débuter dans 3 mètres de vague que de débuter dans petit 80 cm. Donc, il faut des conditions ventées, mais avec une houle pas trop formée pour pouvoir espérer débuter confortablement. Ouais, du coup, c'est peut-être pour ça que le lac, c'est un gros plan d'eau, c'est peut-être plus facilitant, ou une baie, Ouais. c'est peut-être plus facilitant que Ouais, l'océan. parce qu'il n'y a pas l'avantage des baies runs et puis des lacs, c'est qu'il n'y a pas de houle croisée. D'accord. Il n'y a pas de houle croisée, donc c'est beaucoup plus simple pour ça. Il n'y a pas D'accord, de houle ok. parasite qui va compliquer la lecture du plan d'eau. Ok. Alors, tu vois, moi, j'ai personnellement commencé le subfoil suite à une blessure au poignet qui m'empêche de faire du surfoil à cause des pop-up. Tu sais, D'accord, le ok. mouvement explosif Ouais, où tu mets des coups dans les poignets qui a commencé parce que j'ai fait du surf aussi, donc ça a dû aider aussi ouais, à bien me sûr. faire mal au poignet. Est-ce qu'il y a des points de vigilance spécifiques en subfoil downwind ou en subfoil auxquels il faut faire attention pour préserver son corps et éviter les blessures, que ce soit les poignets, Ouais, le dos, les épaules ou les chevilles? déjà avoir une planche de taille adaptée, une planche longue et relativement étroite, ça on le sait tous, mais faut pas hésiter à aller sur des cotes généreuses au début, parce qu'en fait des cotes un peu trop petites Ouais, vont beaucoup plus solliciter le corps en fait. Il faut essayer d'aller vers chercher du confort, c'est une activité qui est assez exigeante pour ne pas aller se compliquer la tâche plus que ce qu'il y a besoin pour les débuts. d'accord. Vaut mieux aller chercher un peu de confort au début et ensuite aller chercher de la performance, parce qu'il y a pas mal de confusion sur ce qui apporte de l'accessibilité en fait en gros. D'accord. Bah du coup, ouais, les questions que je vais avoir après, ça va être très bien pour éclaircir tout ça. Et du coup, globalement, tu places le downwind en termes d'exigence physique par rapport. Est-ce que tu peux le placer par rapport aux autres disciplines? Bah, selon les endroits, c'est pareil. Donc, une Molokai, oui, ça peut être très exigeant physiquement. Ouais, Balico Run, par exemple, à Hawaï, ça l'est beaucoup moins. Pareil, un run un bay run ici ou un run sur les temps de berre avec les bonnes conditions, c'est toujours, il y a toujours une exigence physique, mais c'est peu exigeant par rapport à un run océanique avec de la houle croisée, de la grosse houle, etc., etc., dans lesquels la lecture du plan d'eau est beaucoup plus compliquée, c'est beaucoup plus complexe d'aller rechercher des sources d'énergie l'une après l'autre. par exemple, si tu devais comparer dans tous les sports à foil qu'on a cités, bon alors après ça va être difficile de faire un classement précis, mais j'imagine que c'est quand même plus exigeant que la wing en termes Oui, bah de après, physique. après, ça dépend. Si on est champion du monde de wing en freestyle, bon, mais il y a une exigence physique qui est associée, hein. C'est Mais en fait, sûr. oui, 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 de manière générale, on peut considérer que c'est une des activités qui demande le niveau de fitness le plus important. Ouais, Sur certains aspects, c'est la plus cardio, il n'y a pas trop de doute ouais. sur le cardio. Après, en termes d'explosivité et tout ça, non, il y a des activités, le freestyle en wing ou d'autres activités que je n'ai pas spécialement en tête, qui peuvent être très exigeantes. Ça dépend vraiment du niveau de pratique. Mais oui, il y a un ticket d'entrée, entre guillemets, où l'exigence physique est élevée dès le début, D'accord. alors que l'exigence physique dans les débuts en wingfoil, elle est faible. Ouais, d'accord, en Même en comparaison. surfoil, d'une Ouais. certaine manière, elle est faible. Ah ouais, même en surfoil. Bah ouais, tu t'apprends en surfoil à Waikiki ou sur un endroit où t'as peu de vagues ou quoi que ce soit, t'as pas besoin de tenir debout sur ta planche avant de démarrer, t'as pas Ouais. besoin d'explosivité pour démarrer, hein. Tu fais demi-tour devant une mousse, tu peux espérer démarrer. On est Ah d'accord. ouais, ok. Parce que En moi j'avais surfoil, c'est pas le pensé, cas. tu vois, j'avais pensé que le surfoil c'était peut-être ça se plaçait au plus haut au Oui. niveau de l'exigence, puisque t'as quand même la rame, tu vois, qui est Ouais, mais assez. t'es pas obligé d'être si tu te places bien, t'as pas besoin de ramer beaucoup hein, en surfoil. Ouais. Si tu te places bien, il n'y a pas beaucoup de Ah, gens qui se placent bien en étant débutant, hein. Mais t'as même pas besoin de ramer fort pour rentrer dans la vague. Des fois, tu fais demi-tour devant une mousse, tu te laisses pousser, tu démarres, tu popes, et ensuite tu pompes pour sortir derrière. Quelque part, ouais. en subfoil, c'est la même chose, sauf que tu es debout. De toute Hmm. façon, tu peux faire l'exemple, hein. Tu prends un profil de mec qui a un tout petit peu de niveau de sup et qui a un peu de niveau en surfoil, tu les mets dans l'eau sur le même spot, dans des conditions adaptées, hein. Ah, tu vas vite voir, hein, une activité qui est plus crevante que l'autre, hein, parce que tu batailles pour rester debout à l'arrêt. Ouais. Et puis, en surfoil, tu batailles pas pour rester assis sur ta planche, hein, tout va bien, Mais c'est marrant parce que hein. moi, tu vois, sur les spots, enfin que ça soit en surf ou autre, j'ai toujours l'impression que le. Alors moi, je vois ça un peu comme le prédateur le plus élevé sur un spot de surf, c'est souvent le sup. C'est-à-dire que c'est celui qui va choper le plus de vagues généralement, tu vois, Ouais, par ça rapport à un dépend du surf. niveau du mec. En fait, à niveau égal, je suis d'accord avec toi. Tu peux espérer scorer plus de vagues parce que démarrer sur les vagues sur lesquelles tu ne pourras pas démarrer en surfoil. Ouais, À niveau égal, je le répète. Mais d'accord. en fait, c'est pas tout le temps évident d'avoir des gens à niveau égal sur les spots. Et puis, ça dépend des tailles de planches qu'ils vont avoir aussi. Chacun, tu prends un mec avec un tout petit sup
versus un bon surfoiler avec une planche mid-length, Ouais, ça se discute, hein. d'accord. Ils vont démarrer au même endroit, en fait, en gros. Les Si tu fais écarts sont pas l'inverse, si... ouais. si tu fais l'inverse, tu prends un mec avec un sup long versus des mecs qui raillent dans 4 pieds ou moins, ah oui, là, il y a de bonnes chances, effectivement. Là, il y aura un prédateur. Si le mec en sup, il est bon, il peut scorer tout ce qu'il veut, effectivement. Mais tu peux te retrouver dans les cas de figure inverses. Ouais, Tu peux te retrouver dans les cas de figure d'accord. inverses. C'est une histoire de niveau de pratique. Je pensais qu'il y avait un écart plus élevé que ça au final. Mais Non, non, ouais. non, non, parce qu'en surfoil, t'as pas besoin, si t'es bon, t'as pas besoin de faire 1000 démarrages. Mm. Quand des mecs comme Kiraou, là, dans le sud-ouest, là, il démarre une fois, il peut Oui, rester plus d'une heure en l'air. Donc, ouais, en c'est gros, sûr. prédateur, il n'y aura pas plus prédateur que lui s'il a envie, hein, en gros. Oui, bah oui, c'est sûr. Donc, non, non, Ouais. ça dépend du niveau de pratique des gens, du choix de matos qu'ils font, la taille de foile aussi. Pareil, Et si tu veux peut-être rester des en spots. l'air, bah, Les les spots spots aussi, aussi. peut-être. Ouais, Ouais. bien sûr, bien sûr. Alors, du Plein de coup, là, variations. on va passer